On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment un peu étrange, même quand tout semble aller pour le mieux, qu'il manque un petit quelque chose. Ce vide-là, au fond, qui nous pousse à vouloir toujours plus. Eh bien, c'est justement cette expérience qui est universelle, en fait, qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà, la question centrale, c'est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette impression qu'il manque quelque chose? D'où ça vient, cette espèce d'insatisfaction quasi permanente qui semble, j'ai envie de dire, gravée dans notre ADN? Ok, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va chercher l'origine de ce vide, ce qu'on appelle le vide fondamental. Ensuite, on regardera la mécanique du désir, comment ça marche. Puis, nos rapports au manque, comment on gère ça au quotidien. Quatrième point, ce que notre part d'ombre peut nous révéler là-dessus. Et on terminera avec 5 étapes concrètes pour aller vers l'acceptation. Allez, on attaque avec la première partie, le vide fondamental. C'est vraiment là que tout commence. Pour comprendre ce sentiment de manque, il faut carrément remonter à nos tout premiers instants, bien avant même qu'on ait le moindre souvenir. Imaginez un peu, avant même de prendre notre premier souffle, dans le ventre de notre mère. C'est une expérience de complétude totale. Pas de faim, pas de froid, jamais seul. Une sorte de plénitude absolue. Le concept même de manque, eh bien, il n'existe tout simplement pas. Et puis, c'est la naissance. Et là, c'est la rupture brutale, un vrai séisme. Le premier grand chaos émotionnel de notre vie. Pour la toute première fois, on ressent le froid, la faim, la solitude. On fait l'expérience du manque, de la séparation. Et ce moment, ce choc fondateur, il va laisser une trace sans nom, pour toujours. Et ça, c'est vraiment le point clé. Ce manque, il est structurel, c'est-à-dire qu'il est normal. Il fait partie de notre équipement d'être humain. Ce n'est pas un bug. Là où ça devient problématique, pathologique même, c'est quand on refuse de le reconnaître, quand on n'essaye pas de comprendre ce que c'est et d'apprendre à faire avec. Bon, on a ce vide. Mais alors, comment notre esprit réagit? Quelle est sa stratégie pour gérer ça? Eh bien, il dégaine une arme très puissante, le désir. C'est notre deuxième partie. Attention, le désir, ce n'est pas juste une petite envie passagère. C'est beaucoup plus profond. En fait, c'est une sorte de mécanisme de défense. Un réflexe pour essayer de combler ce vide intérieur avec des choses qui viennent de l'extérieur. Que ce soit des objets, des relations, une promotion au travail, peu importe. Mais voilà le problème. C'est là que le piège se referme sur nous. Parce que ce qui manque vraiment, à l'intérieur, on ne pourra jamais le trouver à l'extérieur. On peut bien obtenir la voiture de ses rêves, le job parfait, la relation idéale. Ça procure un soulagement, c'est sûr, mais c'est temporaire. Et puis, hop, le vide revient. Toujours. Parce qu'en fait, on cherche au mauvais endroit. Et il y a un psychanalyste, Jacques Lacan, qui a donné un nom un peu bizarre à ça. L'objet A. Pour faire simple, ce n'est pas l'objet qu'on veut vraiment. Par exemple, le dernier smartphone. Non. C'est ce petit truc en plus, ce je ne sais quoi, qui fait qu'on le désire soudainement. Et ce truc, par définition, on ne peut jamais l'attraper. C'est une sorte de fantôme. Et c'est pour ça que notre désir saute d'un objet à un autre sans jamais être satisfait. Troisième partie. On va voir maintenant comment on se débrouille avec tout ça. Parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne face à ce vide. Et la façon dont on gère cette incomplétude, eh bien ça en dit long sur notre équilibre psychique. Alors, regardons ce tableau, il est très parlant. On a 3 cas de figure. La névrose ordinaire, là, on reconnaît le manque, on l'accepte. Ça crée un frottement tolérable avec la vie. C'est pas toujours confortable, mais on gère. Ensuite, la névrose douloureuse. On reconnaît le manque, mais on l'amplifie, on en fait une montagne. Le frottement devient alors douloureux, une souffrance de tous les instants. Et enfin, la psychose. Là, le manque est carrément nié, effacé. Résultat, plus aucun frottement. On est dans une sorte de bulle complètement déconnectée de la réalité. Ça nous amène à 2 concepts clés. D'un côté, le principe de plaisir. C'est la petite voix intérieure, un peu enfantine, qui hurle « Je le veux et je le veux maintenant ». C'est la quête de satisfaction immédiate. De l'autre côté, on a le principe de réalité. Ça, c'est la partie adulte de nous qui est capable de patienter, de différer la gratification et de se dire « Ok, je désire ça, mais de quoi ai-je vraiment besoin ?» Bon, on avance. 4e point. Pour creuser encore, on va parler de ce que le psychanalyste Carl Jung appelait l'ombre. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est toutes les parties de nous-mêmes qu'on préfère ne pas voir, qu'on cache sous le tapis. Cette phrase de Jung, elle est hyper puissante et elle est pile au cœur de notre discussion. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Notre sentiment de manque, nos faiblesses, nos peurs, tout ça, ça fait partie de notre ombre. Et tant qu'on fait semblant que ça n'existe pas, eh bien ça nous contrôle, en douce. La seule façon de reprendre le pouvoir, c'est de les regarder en face.
C'est là que la transformation commence. Et on retrouve notre distinction de tout à l'heure. Dans la névrose, comment on gère l'ombre, on la refoule. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'elle est là, quelque part, mais on refuse de la regarder. On la met à la cave. Dans la psychose, c'est bien plus extrême. L'ombre est déniée. On ne dit pas « je ne veux pas voir », on dit « ça n'existe pas ». C'est une réécriture complète de la réalité pour ne manquer de rien. Une stratégie bien plus radicale et évidemment bien plus fragile. Ok, le constat est posé. Mais alors, concrètement, on fait quoi ? Comment on sort de cette course sans fin ? Comment on passe de la fuite à l'acceptation ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin possible. On peut le voir comme un parcours en 5 grandes étapes, 5 mouvements. Alors, ces 5 mouvements, les voici. 1. Reconnaître le manque. Arrêter de faire comme s'il n'existait pas. 2. Regarder l'ombre. Avoir le courage de voir ce qu'on cache. 3. Passer du désir au besoin. Apprendre à distinguer l'impulsion du nécessaire. 4. Réguler le chaos émotionnel, mettre un peu d'ordre là-dedans. Et enfin, 5. Développer la pensée complexe, sortir de la vision binaire des choses, le tout bon ou tout mauvais. Et ça, c'est peut-être le changement de mentalité le plus radical. Le but du jeu, ce n'est pas de combler le vide, c'est impossible. Le but, c'est d'arrêter de gâcher toute notre énergie à essayer de lui échapper. Imaginez toute cette énergie si on la réinvestissait ailleurs pour construire une vie qui a du sens, en acceptant que le vide fasse partie du voyage. Au fond, c'est ça la conclusion. Le bonheur, ce n'est pas un état de plénitude parfaite où plus rien ne manque, ça c'est un leurre. Le vrai bonheur, c'est peut-être justement d'apprendre à vivre avec ce vide, d'apprendre à danser avec lui et même de s'en servir comme d'un moteur pour avancer, pour créer, pour être simplement humain. Voilà, il faut savoir que toute cette analyse, cette grille de lecture, s'appuie sur une approche bien précise, la méthode Integria, qui a été mise au point par le docteur Sandrine de Montsabert. C'est une méthode qui invite justement à faire ce voyage intérieur sous le credo « parle pour être », c'est-à-dire être pleinement soi, avec ses manques, mais aussi avec toute sa richesse.